D'abord, c'est gentil de dire que c'est un grand livre. En tout cas, c'est un livre qui me tient à cœur, ça c'est sûr. Je dirais que moi, j'ai toujours été imbibé d'imaginaire. Hein. Mon père a été membre du groupe surréaliste, a écrit sur le surréalisme au cinéma. J'ai toujours été dans un milieu qui était un milieu plutôt politisé, et pas vraiment de la droite, et qui s'intéressait, était vraiment totalement imprégné d'imaginaire. Euh, c'est quelque chose qui a toujours été en moi. Je dirais que à partir des années 2000, j'ai vraiment commencé à fouiller plus à fond cette question du comment, du pourquoi des imaginaires, de la façon dont les imaginaires pouvaient ou pas contribuer à nous éclairer, à transformer le monde. J'ai notamment écrit un livre en 2007 qui s'appelait Parano-fiction, de savoir-vivre pour une époque de science-fiction, qui est né d'ailleurs d'un premier manuscrit que j'avais fait lire à l'urbaniste et philosophe Paul Virilio, qui m'avait dit que c'était un tas de boue. Non, je rigole, hein, mais il m'avait dit qu'il fallait le refaire, en gros, quoi. Et c'est comme ça que j'ai abouti vraiment à ce travail qui a été très apprécié à ce moment-là par Paul Virilio, hein. Il m'avait dit bienvenue dans le monde de la pensée, ce qui faisait plaisir après qu'il m'ait dit que mon premier manuscrit était à jeter à la poubelle, avec toute la diplomatie qu'il faut. Et donc, c'est vrai que travaillant cette question des imaginaires au travers de Philippe Cadic, puisque la première version de la Décédique est sortie en 2010, à travers quelques auteurs, j'ai eu le sentiment que ce questionnement-là méritait de s'y arrêter assez profondément au travers de deux imaginaires sur lesquels j'avais toujours beaucoup travaillé, de deux territoires qui me tenaient beaucoup à cœur. L'un depuis très longtemps, mais qui m'interrogeait de plus en plus, qui était l'imaginaire technologique, hein, l'imaginaire démiurgique, l'imaginaire de dépassement des limites, qui me semblait de plus en plus obsolète d'une certaine façon, mais toujours passionnant et toujours très puissant et transversal à tous les autres. Et puis l'imaginaire écologiste, parce qu'au fur et à mesure du temps, évidemment que la question écologique est devenue de plus en plus prégnante, qui est à l'antithèse de cet imaginaire technologique, qui est un imaginaire plutôt de retour aux limites, qui m'interrogeait toujours sur ce registre du retour aux limites, qui me posait question, mais qui me semblait complètement essentiel et transversal à la fois aux imaginaires post-apocalyptiques, à des imaginaires multiples, d'alerte écologique, de dystopie, mais avec ce questionnement sur la capacité ou pas d'utopie à nous parler en la matière. Et donc, dans les imaginaires du futur, est vraiment le fruit on va dire, ce gros livre qui est sorti en 2020, que j'ai pu sortir notamment en partie grâce au Covid, que j'ai terminé grâce à cette période du Covid. Et ça, c'est pour moi était vraiment la clé, quoi, la clé, l'ouverture et la comment dire, la concrétisation d'une maturation au moins d'une quinzaine d'années sur cette question-là, avec donc un enjeu qui veut dire est-ce que les imaginaires peuvent contribuer à nous débloquer par rapport à cette double sidération? Si la technologie fait tout, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Si l'écologie, en quelque sorte, si on va un peu comme le disaient nos amis effondristes, donc Yves Cochet et Pablo Servigne, que je préfère de beaucoup parce qu'ils travaillent sur l'entraide et c'est assez passionnant. Si effectivement, quoi qu'il arrive, on va à la catastrophe et on n'a plus rien à faire non plus, donc on est sidéré d'un côté, sidéré de l'autre. Et on met les deux côte à côte qui s'opposent, là c'est même plus une sidération, c'est une implosion littérale. Est-ce qu'en plongeant dans les imaginaires, aux sources de ces imaginaires, on peut ou pas trouver des clés, en quelque sorte, complémentaires du vécu, complémentaires de l'engagement politique, complémentaires de tout ce qui nous motive pour agir par rapport aux enjeux sociaux, écologiques, politiques. Et j'ai voulu le faire en assumant à la fois un héritage philosophique de gens comme Bernard Stiegler ou Bruno Latour, et de mêler en fait ces apports sociologiques ou philosophiques avec un corpus de science-fiction, un corpus qui me semblait tout aussi important en termes de sensibilité. Et donc, c'était l'a priori de ce livre hyper important pour moi, qui est cette conjonction en fait entre la réflexion sociologique et philosophique et l'apport d'œuvres de l'imaginaire. Ça peut être aussi des bandes dessinées, bien évidemment. Je parle beaucoup de Soun de Benjamin Adam et Thomas Cadenne dans le livre. Donc, cette idée-là, et ce que j'ai essayé de faire, c'est comme une sorte d'enquête, mais assumant un engagement, de dire voilà, c'est ces deux imaginaires qui m'intéressent, c'est une méthode qui va chercher dans le corpus d'œuvres de fiction
de quoi réfléchir au même titre que des idées, hein, donc, et de se dire voilà, mon point de vue, c'est mon idéal, parce que je peux pas parler de tout, c'est un devenir que je qualifiais donc dans les imaginaires du futur de terrestre et anarchiste. Anarchiste au sens de non surplombant, hein, donc au sens de quelqu'un comme Pierre Kropotkin, qui était un écologiste comme Élisée Reclus, et puis terrestre au sens de Bruno Latour, même si effectivement je suis pas forcément d'accord avec tout par rapport à ça. Et j'ai continué dans cette voie. Et au fond, l'idée de philofiction, elle est née d'une discussion avec Alain Damasio, qui me disait, mais dans les imaginaires du futur, c'est super, c'est un bouquin phare, c'est quelque chose qui est important. Il en a fait la volte-face. Mais il me dit, moi, ce que j'aimerais vraiment beaucoup lire, c'est une version encore plus conceptuelle, alors jusqu'au fond des concepts dans les imaginaires du futur. Et donc j'ai commencé à travailler là-dessus. J'ai commencé donc à essayer d'imaginer un livre qui serait un livre plus philosophique dans son essence, mais posant la question, là pour le coup, se concentrant en oubliant les imaginaires technologiques sur les imaginaires écologiques, et de se dire comment en fait, comment des fictions, et j'en parlerai dans ma présentation, comment des fictions à portée philosophique peuvent-elles, au fond, nous aider, contribuer d'une manière ou d'une autre à sortir de l'anthropocène, que ce soit par la sensibilisation ou que ce soit de manière différente. Voilà. J'ai comme l'impression que dans le livre sur les philo-fictions, il y a des textes de différents âges. Enfin, c'est entrecoupé d'analyses d'œuvres, mais j'ai l'impression que ça fait longtemps que tu travailles sur tout ça. Alors justement, là en fait, dans l'image que vous voyez, il y a le livre Dans les imaginaires du futur, qui est absolument pas une anthologie, qui est vraiment un livre de fond, un essai, un gros essai de 600 pages, et qui est maintenant en poche, qui est paru en poche en 2023. Et c'est vraiment de ce livre-là qu'est née l'idée de faire philofiction, que j'ai travaillé pendant 3-4 ans, en fait. Et en parallèle, j'ai fait Pourquoi lire de la science-fiction et de la fantasy avec Jérôme Vincent, qui effectivement est un livre sans doute plus accessible que philofiction, où il y a 19 entretiens, voilà, 19 entretiens, et 27 points argumentaires sur ce pourquoi lire. Voilà. Donc, une sorte de manifeste des littératures de l'imaginaire. Et en fait, d'ailleurs, Nos Futurs Solidaires, qui est une anthologie de nouvelles, tout mon travail avec Multitude, la reprise totale de l'abécédique, et dans les imaginaires du futur, tous ces œuvres-là, de ma part, ont nourri, ont alimenté philofiction, en fait, qui est en quelque sorte, pour moi, la fin d'un cycle, quelque part, qui aboutit, en fait, mes réflexions sur, avec sans doute aussi des partis pris et des critiques qu'on peut en faire, qui aboutit réellement ce travail sur ce que les imaginaires peuvent potentiellement pas faire tout seuls, mais en tout cas en complément, comme des on va dire des tendances, des vecteurs peuvent accompagner d'autres modes de prise de conscience, d'autres modes d'action, bien évidemment, parce que c'est pas une action en fait. Si, c'est une action, mais d'un certain type, que de lire, que de s'inspirer de livres, d'œuvres, quelles qu'elles soient. Et donc voilà, c'est une sorte de point d'aboutissement qui me permet là d'écrire un nouveau livre qui effectivement est en quelque sorte plus axé sur le réel, même si la fiction est également présente dedans, avec toujours, ce qui est un peu le cœur de ma démarche, avec toujours en fait cet horizon quelque part, ce questionnement par rapport aux utopies, par rapport aux dystopies, et par rapport à la façon dont le réel joue et se joue par rapport à ces dimensions-là et par rapport à des fictions ou à des expérimentations pouvant nous servir de marchepied. Eh bien, du coup, et si la fiction nous aidait à sortir de l'anthropocène? On va rentrer dans l'art du sujet maintenant qu'on a touché à toutes les œuvres qui ont nourri cette philofiction. Nous aider à sortir de l'anthropocène, ou au moins en tout cas de l'appréhender, parce que en sortir, c'est quand même très audacieux. Oui. De toute façon, pour parler de la chose, et en fait, comment dire, il est évident qu'on va pas sortir de sitôt de l'anthropocène. Alors l'anthropocène qui maintenant, par rapport, les géologues ont l'air de dire que c'est pas une bonne expression.
Bon, c'est une façon tout simplement de dire que l'homme se rend compte que son action a un effet sur le climat, sur la biodiversité, et que cet effet n'est pas forcément positif. Et là, on s'en rend compte, alors qu'auparavant, on avait peut-être moins de données pour réaliser cette puissance de transformation. Donc la logique, cette prise de conscience, la logique, elle est de dire, au fond, s'il est question de changer de braquet, de changer de mode de vie, certains parlaient de transition, d'autres parlent de bifurcation. Il y a beaucoup de termes en fait qui sont utilisés par rapport à tout ça, de métamorphose. Hein. Au fond, l'idée est de dire, et ça c'est un peu ma conviction, évidemment que l'action concrète, y compris d'action de solidarité, d'action politique, là il y a une image d'un jeu vidéo qui est un détournement de ce qui s'est passé à Hong Kong. Et c'était dans un jeu vidéo que les gars organisaient des manifestations. Il y a une manifestation donc par rapport à la Terre, donc il y a le Act No que vous voyez là. Il y a l'anthologie de nos futurs solidaires. Il y a Extinction Rebellion. Il y a le logo de le réseau Université de la Pluralité qui fait des ateliers d'écriture, des ateliers qui travaillent sur 2050, sur la résilience, sur le rapport à l'environnement, au climat. Il y a un roman comme Ecotopia. Voilà. Donc ici il y a une série d'images qu'on retrouve. Des images qui mêlent en quelque sorte la fiction à des actions concrètes, des actions de solidarité, des actions de manifestation, parfois même des actions qui pourraient être violentes. J'aurais dû y rajouter un élément qui est primordial. J'aurais dû y rajouter les catastrophes elles-mêmes, un incendie, des choses qui nous touchent, qui touchent les personnes, parce que c'est ça qui est très important. C'est ce que des amis vont nous dire parce qu'ils l'ont vécu. Donc cette image, au fond, ce qu'elle met en scène, et une nouvelle fois, il lui manque sans aucun doute la catastrophe en tant que telle, eh bien, elle met en scène tout ce qui contribue d'une manière ou d'une autre à une prise de conscience, à une sensibilisation, qui ne veut pas dire qu'on va sortir de l'anthropocène, qui veut juste dire qu'à un moment donné, si l'on veut sortir un jour ou l'autre de l'anthropocène, déjà, on va rentrer dans un entre-deux-mondes. C'est que si on est en train de quitter un monde, un monde avec des valeurs qui sont surannées, qui datent des 30 glorieuses, au fond, hein, la croissance, l'emploi, cette sorte d'aveuglement auquel certains se rattachent. Sortir d'un monde, c'est très violent parfois, et on le voit avec ce qui se passe aux États-Unis. Donc, ça veut dire pas forcément entrer dans un autre monde. Ça veut dire un peu comme quand la Renaissance a commencé, donc a débuté, hein, donc à la fin du XVe siècle, dans le XVIe siècle, c'était très violent, quoi. Il y avait les guerres de religion, il y avait il y avait l'Inquisition et le quitter un monde pour entrer dans un autre. On ne savait pas dans quel monde on entrerait. A priori, ça deviendra les temps modernes, mais ça a été effectivement très très compliqué, très dur, et tout a eu un rôle, c'est-à-dire des catastrophes naturelles, des actions concrètes des gens, une autre façon de faire son jardin, de faire ses récoltes, de penser, de réfléchir. Évidemment, le livre Gutenberg. Donc il y a eu un tas d'éléments qui ont joué en quelque sorte, et l'idée c'est de dire ben voilà, il y a un tas d'éléments qui potentiellement peuvent jouer pour contribuer à ce qui serait peut-être dans un siècle, 2 siècles, peut-être moins, peut-être plus, une sortie de l'anthropocène. Déjà, il faut l'envisager, il faut l'appréhender, il faut voir comment on peut la concevoir comme pouvant se faire. Et ma conviction, c'est que rien n'est à mettre de côté sur ce registre-là. Hein. C'est-à-dire que autant la science, les enquêtes sociologiques, voilà, tout le travail donc de chercheurs est primordial. Le constat de catastrophe est évidemment essentiel, ce que font les associations est essentiel, mais les fictions, quelle qu'elle soit leur forme, les jeux vidéo, les fictions littéraires, les fictions qui d'ailleurs vont influencer des jeux vidéo ou des séries, les films, tout ça en quelque sorte sont des vecteurs qui peuvent contribuer à la transformation. Voilà, ça c'est un peu la prémisse. Après, quand on rentre dans le détail de la fiction, évidemment, et notamment de la science-fiction, ce qu'il faut évidemment prendre en compte, c'est c'est qu'effectivement, comme je le dis, une fiction ne change jamais rien tout seul, en fait. Hein. Une fiction, elle va changer aussi parce qu'il y a des amis qui vous parlent, parce que vous vivez des choses, vous avez des souvenirs. Donc, c'est que le milieu familial, le milieu scolaire, il y a évidemment un tas de milieux qui sont primordiaux. Mais si maintenant, et c'est un peu mon propos, on s'intéresse
aux fictions en tant que telles, ce que montre en quelque sorte cette mise en scène avec le livre de Catherine Dufour, Les Chants de la Lune, qui est d'un point de vue écologique assez extraordinaire. C'est qu'il y a des fictions qui ont une forte intensité philosophique, mais qui ont plutôt un faible impact direct, parce qu'elle va toucher peu de gens. Donc Les Chants de la Lune, c'est tout à fait le cas de figure, puisque on est en 2300, 2400, et dans la Lune, on voit bien depuis la Lune que la Terre, elle est quasiment, voilà, c'est une orange maintenant qui commence à devenir de plus en plus pourrie, elle devient grise. Donc forcément, les gens sont sur la Lune, les vivre sur la Lune, c'est un enfer. Et la ferme sous un dôme qui est mise en scène dans ce roman, tout comme les animaux qui ont du mal, pour certains d'entre eux, à vivre sous la gravité lunaire, même ne peuvent pas. Mais la ferme sous le dôme et tout ce qu'il faut avoir en tête pour réussir des récoltes, la logique des insectes, des plantes, voilà, cette sorte de permaculture, elle est comme une sorte de miroir de ce qu'on aurait perdu lorsqu'on perd notre terre, qui est assez extraordinaire. Donc là, on a vraiment une fiction qui a forte intensité philosophique, mais qui a plutôt un faible impact en termes de quantité de personnes qui vont être touchées. Ça va toucher très fortement. Ça va peut-être en influencer d'autres qui vont créer d'autres types de supports. Alors qu'effectivement, à l'antithèse, Avatar, c'est la version 2009, celle de 2022, inspirée d'ailleurs d'un roman de Ursula K. Le Guin, qui est Le Nom du monde des forêts. Qui a lu Le Nom du monde des forêts? Qui a vu Avatar? Forcément, l'impact est sans commune mesure. Le Nom du monde des forêts est un texte anticolonialiste absolument génial, absolument formidable, un texte écologique aussi, qui est qui de fait a été l'une des sources majeures de Avatar, qui va avoir un fort impact direct, mais évidemment encore à une faible intensité philosophique. C'est avant tout un divertissement très grand public. Et ma conviction, c'est que les deux ont de l'importance quelque part. Et puis après, il y a des fictions qui ont un impact, une intensité philosophique variable. Là, c'est le Real Humans, qui est plutôt là sur la technologie, là pour le coup, que sur l'écologie, contrairement aux deux autres. Mais on pourrait multiplier les exemples. Il y a The Last of Us, là, qui est, il y a beaucoup de pubs par rapport à cette série, qui est également un jeu vidéo. Voilà, on est là sur des variations intermédiaires. Est-ce que oui ou non, ça peut contribuer ou en tout cas conforter des sentiments écologistes? Ça, chacun en jugera, mais à mon sens, pourquoi pas? Voilà. Alors évidemment, si là, ce que je vais faire, je me concentre sur la question écologique, la question qu'on veut se poser, voilà, voilà, est-ce que quels sont des exemples? Là, j'en donne un avec l'armée des 12 singes, qui est très clairement une alerte, puisque donc c'est un exemple qui est intéressant. Est-ce que notamment les dystopies, avec une part ou pas d'utopie, qu'est-ce qu'elles nous font, comment, pourquoi, voilà. Et est-ce qu'elles font partie de ces vecteurs qui peuvent nous transformer? Donc là, je prends un exemple et je compare notamment. Alors, je vais pas m'attarder sur les zombies, sur The Walking Dead ou sur Mad Max, où on est vraiment sur une logique post-apo assez classique, mais où dans Mad Max, c'est vraiment la survie du plus... c'est une jungle qui se recrée, et dans The Walking Dead, c'est un petit peu ça. J'ai plutôt m'arrêter sur un exemple ici, qui est de comparer en fait Jean-Pierre Andrévon, Le Monde enfin, avec La Route. Et si vous préférez, je peux, à la place de Jean-Pierre Andrévon, parce que c'est un cas de figure qui est relativement proche, parler de Brasil, de l'armée des 12 singes, du début de l'armée des 12 singes. Je vais juste vous parler, parce que vous connaissez sans doute mieux que le bouquin d'Andrévon, Le Monde enfin, le début de l'armée des 12 singes. Au début de l'armée des 12 singes, le personnage central, donc dans l'armée des 12 singes, il y a à la fois Brad Pitt et puis, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, Bruce Willis, voilà. Bruce Willis, donc visiblement on est dans un futur assez carcéral où les humains peuvent pas vivre au cœur de la ville. Alors je ne sais plus si la ville de Washington ou si c'est quelle ville c'est, mais très clairement on lui demande de mettre une tenue pour ne pas mourir, et de sortir au sein de la ville. Et au sein de cette ville, donc plus ou moins sous la neige, il y a des animaux, il y a des insectes.
il y a, je crois, un ours, il y a un lion qu'on voit au loin, il y a une vie animale et il est là pour essayer de récolter des exemples, des cas de cette vie animale, essayer de comprendre pourquoi il y a encore des araignées et des insectes. Parce qu'effectivement, si le monde est invivable, qu'il y ait une vie aussi puissante que ça, qu'est-ce que ça signifie? Et donc, on est clairement dans le cas de l'armée des 12 singes, et on l'est aussi dans le roman Le Monde enfin de Jean-Pierre Andrévon, où il y a une immense catastrophe, qui est une sorte de super Covid. Il est écrit en 2006, ce roman de Jean-Pierre Andrévon, Le Monde enfin. Il va y avoir un problème de natalité et un tas de morts suite à ce prion. Voilà, donc, parce que c'est pas tout à fait, c'est une sorte de virus un peu minable. Mais ce qui va se passer, c'est que la nature va reprendre ses droits. Voilà. C'est que d'une manière ou d'une autre, elle va se régénérer totalement, profitant en quelque sorte de l'absence de l'humain. Donc, ou de la quasi-absence de l'humain, parce qu'il reste des survivants, des gens qui essayent de se construire une vie dans ce monde-là. Donc, le monde enfin, c'est ce monde dans lequel les humains ne peuvent plus vivre, mais où les animaux, où la nature, les plantes, voilà, peuvent se régénérer sans ce prédateur qu'est l'humain. Je trouve l'exemple intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on a clairement un monde, mais on a un monde sans nous. C'est-à-dire que cette dystopie, elle met en scène une régénération de la Terre, alors même que l'humain, lui, est terriblement menacé. Et on a le même cas de figure dans l'armée des 12 singes, au début de l'armée des 12 singes, et dans Le Monde enfin. La différence par rapport à La Route, à la fois le roman et donc le film de Denis Nicot, qui date de 2009, le film, le roman date de 2006. Je ne sais pas si vous vous souvenez des images du film, mais il n'y a pas de vie, tout est gris, il n'y a rien. Les arbres sont brûlés, il y a des humains, mais il n'y a pas de monde. Il est impossible de faire un monde, de se faire un monde, de se construire un monde. Il n'y a plus d'animaux, quelque part. Le seul bonheur, c'est un bunker tiré du passé, en fait. Donc là, c'est absolument pas un monde sans nous, c'est nous sans monde. Nous sans qu'il y ait de monde. D'où le cannibalisme, entre autres choses. C'est-à-dire que là, clairement, il n'y a plus d'espoir. C'est-à-dire que là, on a affaire à deux visions dystopiques du futur, mais une vision ou du quasi-présent, mais une vision où, parce qu'il n'y a pas de monde, il n'y a plus d'espoir. Donc, à mon avis, ça ne fonctionne pas. En tout cas, dans cette idée de se dire, est-ce que ça nous ouvre, est-ce que ça nous donne envie d'aller plus loin? C'est comme une punition divine dans La Route. Très beau roman par ailleurs, mais à mon sens, totalement vide, totalement mort quelque part au niveau de ce rapport au monde qui peut nous permettre de reconstruire derrière. Parce que si l'on prend Le Monde enfin, ou si l'on prend l'armée des 12 singes, si les animaux vivent, la vie est possible, et l'humain, à terme, potentiellement, pourrait se refaire une vie, puisque lui aussi est un animal. Donc là, il y a une première différence qui me semble tout à fait intéressante. Alors évidemment, on pourrait prendre d'autres exemples, comme Ravage de Barjavel, qui à mon sens fonctionne là encore comme une punition divine. Ce roman donc qui est sorti en 1942, en fait, dans Je suis partout, quand même, c'est pas rien, de René Barjavel, roman assez fascinant, mais en scène, c'est par rapport à ce qui est, guillemets, considéré comme une sorte d'apocalypse moderne, met en scène les trois moments, c'est-à-dire l'avant, où l'humain est assez ridicule avec ses technologies pour tout et n'importe quoi, le pendant, la catastrophe, qui est une sorte de punition terrifiante avec la ville de Paris qui est complètement incendie, voilà, qui disparaît quasiment, la nature qui elle aussi en fait est littéralement brûlée, et puis l'après. Bien plus tard, avec le patriarche, ce jeune qui a sauvé quelques personnes et qui a décidé qu'il n'y ait plus de livres, qu'il n'y ait plus de technologie. Donc on a là un roman classique par rapport à cette question écologique, mais un roman qui, là encore, a une dimension réactionnaire qui, effectivement, à mon sens, est un peu bloquante, même si, effectivement, il peut sensibiliser, là, pour le coup, à la question écologique à sa façon. Alors, au fond, voilà. Là, on se dit, et c'est un peu l'image qu'on a par rapport à la science-fiction, la fonction classique, c'est l'alerte. Margaret Atwood, c'est le dernier homme,
c'est une sorte de Covid, là encore, c'est l'humain une sorte d'apprenti sorcier qui détruit donc la société et qui se détruit lui-même. Waterknife, c'est un très beau roman de Paolo Bacigalupi qui date de 2015, où là, c'est les questions de l'eau. Lui, ce qu'il fait de manière assez forte, Paolo Bacigalupi, c'est qu'il extrapole, c'est ce qu'on appelle la climate fiction, il extrapole de manière assez extraordinaire, au fond, ce qui se passe déjà dans des pays d'Afrique, comme aux États-Unis, dans le monde de ses lecteurs, avec une pénurie en eau, des migrants assassinés, voilà. Donc, et c'est très, voilà, ça prend au trip. Mais est-ce que ça suffit? Voilà. C'est la question, moi, que je me pose. Est-ce que l'alerte, est-ce qu'au fond, on n'est pas déjà au courant qu'on est dans un monde, dans une sorte de dystopie à la fois climatique et maintenant politique, si je ne m'abuse en regardant les États-Unis? C'est clair que ça peut toucher. Ce que dit Paolo Bacigalupi, c'est que en prenant des éléments scientifiques et en les mettant dans des fictions, il touche à l'émotion, il touche à la sensibilité, alors que traditionnellement, le scientifique, lui, il touche à la raison. Donc, il se dit, voilà, là, il y a quelque chose de plus que j'apporte. Donc, il y a un plus, il y a quelque chose qui fonctionne. Est-ce que cela suffit? C'est voilà, c'est un questionnement, et c'est un questionnement que je pose. J'ai pas forcément la réponse. Je pense pas forcément que cela suffise, mais ça peut avoir une fonction. Alors, autre élément, je ne sais pas si je vais rentrer dans les détails, c'est une comparaison que je fais souvent entre deux films, qui est Soleil Vert de 1973, qui a influencé l'artiste Dominique Gonzalez Foster, qui explique à quel point le film l'a touché, et Don't Look Up, donc de Adam McKay, donc beaucoup plus récent, hein, puisque c'est un film donc, de 2021, si je m'abuse, ou 2022. Donc de Don't Look Up d'Eni Cosmic. Voilà. Ce que je me dis juste sans entrer dans les détails, c'est que très clairement, Soleil Vert en 73 a été vraiment un film assez premier après le rapport Meadows, et son personnage central est un enquêteur, alors que c'est une scientifique qui est le personnage central de Don't Look Up. Le monde dans lequel navigue Charlton Heston, donc est un monde. C'est vraiment le monde des anti-héros, le monde des moins que rien. C'est un New York qui est complètement laissé à volo, alors que le monde dans lequel naviguent les personnages de Don't Look Up, c'est le monde politique, pour l'essentiel, et scientifique. Le problème de Soleil Vert, c'est un problème qui touche l'humain, et c'est l'humain qui en est responsable, la perte de la biodiversité et la surpopulation. Alors que dans Don't Look Up, le problème, c'est une comète qui arrive et qui... Et le problème, c'est qu'on ne le croit pas. C'est pas une enquête, hein, c'est pas le fait que c'est pas l'humain qui est responsable. Non, non. Le problème, c'est qu'on ne croit pas les scientifiques. À mon sens, ça marche moins. En fait, ça marche moins bien. Et ce qui veut dire que le divertissement domine malgré la fin, où visiblement tout est détruit, hein, où les personnages, DiCaprio, entre autres choses, donc visiblement va mourir avec la planète, visiblement. Mais à ce qu'il me semble, la farce prend une importance assez gigantesque. Alors ça peut-être toucher, mais ce côté transcendant, le problème transcendant de la comète qu'on n'écoute pas, ce public qui est le public scientifique et non pas le commun des mortels, cette logique, voilà, tout ça fait que, à mon sens, voilà, ce personnage central qui est au fond une communicante, quelqu'un c'est Hermès, hein, on n'écoute pas Hermès qui nous dit il y a un problème grave, alors que l'enquêteur, lui, il cherche du côté de Soleil Vert, me semble expliquer pourquoi le premier a vraisemblablement eu beaucoup d'influence et des tas de témoignages que j'ai pu voir et lire de gens qui ont été marqués par Soleil Vert, alors que Don't Look Up, les gens le citent, mais je suis pas certain qu'il ait eu autant de puissance. Donc ça veut dire que le rapport à un problème lié à l'humain immanent plutôt que transcendant, le monde d'anti-héros, de personnages du commun plutôt qu'un monde de chercheurs et scientifiques, et un tas d'éléments de ce type-là qui font la différence entre les deux films, font à mon sens que le premier peut-être, en tout cas c'est une hypothèse, en termes de dystopie, fonctionne mieux que le second, même si le second est très réussi sur beaucoup d'autres points. Donc voilà, donc ça me fait dire une chose, c'est au fond, est-ce que, au-delà de l'alerte, il ne faut pas créer des prototypes de futurs alternatifs. Là, j'ai mis l'exemple du troupeau aveugle de John Brunner. John Brunner est un auteur assez formidable parce qu'il mêle au cœur de dystopie des éléments de l'ordre de l'utopie. Et dans le troupeau aveugle, on a affaire, un bouquin écrit en 1972, à un monde totalement pollué où on doit mettre un masque pour survivre, mais où il y a des sortes les trainistes, comme ils s'appellent en quelque sorte, qui sont des effondristes avant l'heure, qui réinventent la permaculture ou qui font des actions de type Extinction Rebellion. Il y a
des parts en quelque sorte de quête d'utopie, des personnages beaucoup plus multiples dans le troupeau aveugle, qui fait qu'on a une dystopie qui parfois tutoie des éléments d'utopie, ou en tout cas te mettre en tension par rapport à quelque chose qui pourrait nous permettre d'en sortir. Et ça me semble une clé qui est assez majeure de ce roman qui est totalement prémonitoire, Le troupeau aveugle, parmi beaucoup d'autres. Est-ce que, à ce niveau-là, déjà, est-ce qu'il y a des gens, des questions? Voilà, parce que là, c'est une étape importante, avant que j'entre dans peut-être des éléments un peu plus conceptuels, pour essayer de comprendre, au fond, des éléments qui, selon moi, participent à cette sensibilisation et à cet accompagnement de transformation. Christophe? Justement, je vois qu'Ariel a ouvert son micro, un autre Ariel. Oui, bonjour Ariel. Bonjour. Qui du coup se fait appeler Wariel. Oui. Et bonjour Ariel. Du coup, moi, ma question c'était plutôt, moi j'ai posé pas mal de questions sur les écrits qu'on faisait avec on envisage des transformations de son public, moi j'avais une sensation que pour pas braquer son public, passer par des choses comme Don't Look Up, des choses, on va dire, dans l'absurde, c'est peut-être un peu potache ou même juste, complètement loufoque, on va dire, pouvait aider à ne pas braquer son interlocuteur pour l'amener avec soi, alors que si on était plus dans le sérieux, finalement, on avait un effet réseaux sociaux où les gens s'insultent sans s'écouter, quoi. Oui. Alors, en tout cas, sur la question de l'alerte, oui, c'est une bonne question. Alors déjà, il y a un premier point qui est important, c'est que je pense que essayer de mesurer l'effet que peut avoir en fait un film, en l'occurrence, sur un public, ça dépend beaucoup du contexte dans lequel on est. Dans le contexte de 1973, alors que quasiment en plein premier choc pétrolier, en fait, avec les premières alertes écologiques, qui existent depuis quelque temps déjà, mais qui commencent vraiment, mais qui sont absolument pas au niveau des rapports du GIEC. C'est clair que le sérieux, mais avec une vraie narration de Soleil Vert, fonctionnait très bien. Est-ce que le même film aujourd'hui, s'il était actualisé, fonctionnerait aussi bien? Alors même qu'on a le sentiment d'être au courant de façon beaucoup plus forte, via les rapports du GIEC, via une série d'éléments. C'est une bonne question. J'ai pas la réponse. Je pense effectivement que passer par des détours peut être une voie. Voilà, peut être une voie. Après, il faut en trouver la clé, en fait. Moi, ma thèse, en tout cas, mon point de vue par rapport à Don't Look Up, c'est que le détour utilisé avec cette sorte de personnage un petit peu à la Elon Musk ou comment il s'appelait le boss d'Apple, Steve Jobs. Je pense qu'il y a plein d'idées qui sont marrantes. Meryl Streep est une super actrice, DiCaprio aussi. Donc je crois que prendre le relais de quelque chose qui dédramatise, je pense que c'est une bonne piste. Ceci dit, pour moi, la piste essentielle par rapport à cette question, c'est d'utiliser la fiction. Moi, je l'ai vu dans des discours avec des complotistes, notamment par rapport aux questions de la Terre plate. J'ai eu des discussions avec des gens. En fait, j'ai eu une anecdote d'une discussion dans un train avec quelqu'un qui m'expliquait que la Terre était plate et que nous avions fumé. Au début, j'ai essayé de répondre de façon rigoureuse, scientifique en quelque sorte. J'ai fait un four total, quoi. Et donc, j'ai commencé à parler de Terry Pratchett et les Annales du Disque Monde. Et de la beauté, quelque part, d'imaginer une terre plate sur 4 éléphants et une tortue naviguant de l'océan. Et là, on a commencé à engager un dialogue. Donc, pour moi, la première clé pour sortir de cette logique des réseaux sociaux, cette logique de ce braquage, c'est la fiction. C'est le partage de fiction. Ça, c'est la première clé, quelles que soient ces fictions. Après, la question est de se dire lesquelles fonctionnent le mieux. À mon sens, le problème de Don't Look Up, c'est pas le côté loufoque, c'est pas la qualité des acteurs, c'est la façon dont le désastre a été mis en scène. C'est-à-dire que si ce désastre il est transcendant, on ne peut rien faire dessus, on s'en lave les mains. Si les personnages sont pas des gens du commun, on se dit, voilà, c'est un corps, c'est décideur, quoi. Donc, en poussant peut-être trop loin le bouchon et en dédouanant, en quelque sorte, la responsabilité humaine et en situant l'histoire dans ce monde de décideurs, à mon sens, là, il y a eu des choix qui ne sont
qui ne sont pas liés au côté loufoque, au côté divertissant du film, des choix qui, à mon avis, font que tout le monde y trouve son compte et qu'au fond, oui, personne ne se braque, mais personne ne va dire que c'est un problème, que ça va secouer personne, en gros, quoi. En fait, on pourrait secouer en faisant une grosse blague. Et pourquoi est-ce que c'est pas soudainement une énorme catastrophe climatique ou un immense problème de biodiversité qui est mis en scène par Adam McKay? Je pense que ça aurait été beaucoup plus efficace quelque part dans cette logique-là. En fait, ça là, c'est un déni cosmique. Je suis très gêné en quelque sorte par le fait que la seule clé, c'est pas ce que nous on peut faire en tant qu'humains, c'est de croire les scientifiques. Donc pour bien répondre à la question, je dirais que pour moi le problème n'est pas que ce soit divertissant, bien au contraire. Le problème n'est pas que on ait des billets avec des acteurs assez extraordinaires pour donner le change et permettre en fait à un maximum de personnes de ne pas se braquer. Le problème, c'est que certains des choix qui ont été faits, en quelque sorte, démagnétisent, dépolarisent, rendent le film inoffensif. Que j'ai répondu. Oui, ça répond bien. Dans tout cas, c'est vrai que je ne peux qu'accusquer le fait que Voilà. beaucoup de gens le citent, mais pas beaucoup de monde a été, à mon avis, effectivement, impacté, finalement. Ouais, tout à fait. Mais voilà, mais bon, c'est des questions ouvertes quelque part et qui restent ouvertes avec des séries comme Extrapolation, avec beaucoup de séries qui apparaissent aujourd'hui, et ça va continuer. Donc c'est intéressant. Voilà, c'est le chemin entre le divertissement et l'alerte est très complexe. Voilà. Surtout aujourd'hui où la pure alerte en fait elle donne le sentiment d'avoir déjà entendu. Bon. Mais où le pur divertissement, s'il est mal conçu, s'il est mal fait, risque tout simplement de n'avoir aucun effet sur la tête des gens, la pensée, la réflexion, la sensibilité. Voilà. Bon, c'est une vraie question. Ok, je continue un petit peu. Alors, la thèse, donc quand je parle de philofiction, ça m'intéresse de vous expliciter de ce qu'il en est d'une philofiction, parce que c'est il y a pour moi des clés qui ont par rapport à ce qu'est votre groupe et ce qui sont vos réflexions, des éléments qui, à mon sens, sont intéressants. Pour moi, une philofiction, c'est trois choses. Le premier, c'est des fictions à portée philosophique, mais il y en a beaucoup. Et puis en plus, le plus souvent, les fictions, surtout lorsqu'il s'agit de films, ont à la fois une dimension divertissante et une dimension de réflexion philosophique, de sensibilisation, sociologique, etc. Bon, mais voilà, il y a, et puis même des romans, des textes, même des films qui ne se disent pas du tout politiques ou philosophiques, le sont en ne le disant pas. Bon. Mais en tout cas, voilà, la philofiction, il y a cette question de se dire, sans forcément l'avoir cherché, et tout en préservant l'autonomie même de l'œuvre qui n'a pas à donner de message en tant que telle, en tout cas dont c'est pas le propos premier, en tout cas pas le seul en tout cas, à mon avis, voilà, une première clé de se dire, voilà, fiction à portée philosophique. Mais pour moi, philofiction, c'est aussi philofiction, fiction des amis. Et ça, c'est intéressant parce que si on prend Pythagore, les amis, c'est tous les êtres et les choses aussi avec lesquelles on tisse des relations. Et donc, là, il y a quelque chose, c'est qu'il y a aujourd'hui des fictions qui, au lieu de délier, relient. Des fictions qui peuvent nous faire mal, mais des fictions qui ouvrent les devenirs plutôt que de les fermer, en fait. Et ça, c'est un point d'analyse par rapport aux différents types de fiction qui me semble assez majeur, assez essentiel. Philofiction, c'est fiction à portée philosophique, c'est l'amour des fictions, donc aimer les fictions parce qu'elles nous font de bien ou de pas bien, et c'est la fiction des amis, qui là pour le coup fait écho à cette logique terrestre, à cette logique d'interdépendance, à cette logique de lien. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose qui est absolument majeur. Et pour revenir un peu à Don't Look Up, je crois que ce qui manque à Don't Look Up, c'est ce lien quelque part, ce lien entre les êtres qui sont touchés par la catastrophe, les animaux, la biodiversité et tout le reste, et les personnages et ce qui se passe quelque part. C'est que c'est un film qui ne relie pas, voilà, qui ne relie pas le monde. Et en ce sens-là, ce n'est pas une philofiction. Il y a une dimension d'alerte, très clairement dans ce film, mais cette dimension d'interdépendance des êtres, elle n'y est pas, en fait. Et elle est essentielle, à mon avis. Voilà. Alors, pour moi, l'une des plus extraordinaires philofictions, on pourrait donner beaucoup d'exemples,
c'est le ministère du futur de Kim Stanley Robinson. Je ne sais pas si vous l'avez lu, si vous le connaissez. C'est un roman qui est paru aux États-Unis en 2020, qui a été traduit en français donc en 2023. Ce qui est intéressant, c'est que Kim Stanley Robinson, il a écrit ce livre en ayant en tête un mot assez célèbre d'un personnage qu'il a eu comme professeur, qui l'a beaucoup influencé, qui est Frederick Jameson, qui a cette phrase-là qui a été reprise par Slavoj Žižek et par beaucoup de gens, qui est « Il est sans doute plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme ». Et lui, ce qu'il a imaginé, il a essayé de se mettre en scène, de se dire, avec en tête cette dimension du réchauffement climatique, de se dire comment on pourrait imaginer, à partir d'une dystopie, c'est-à-dire là, en l'occurrence, au départ, il y a premier chapitre du bouquin, c'est une canicule en Inde, et c'est tout à fait réaliste, avec l'électricité qui déconne, et 20 millions de morts. Voilà, parce que la chaleur jusqu'à 40 degrés, 45 degrés, et l'humidité très forte fait effectivement que ça devient au sens propre du terme irrespirable. Et donc il y en a un des survivants qui va avoir cette envie de terrorisme dans le bouquin, et il va y avoir ce machin que va créer l'ONU suite à cette catastrophe assez monumentale pour essayer de pousser quelque part à des actions réelles sur la monnaie, sur les technologies, pour tout simplement répondre au réchauffement climatique, avec effectivement les mesures beaucoup plus drastiques par rapport au CO2 et autres. Bon, et au début, ça va être hyper dur. Et ce qui est super dans le roman, c'est que ce que met en scène Kim Stanley Robinson, même si au niveau narratif, on peut potentiellement critiquer le livre, c'est qu'il met en scène la nécessité, ce qui fait au fait changement, et le livre tient sur une quarantaine d'années, où à la fin, on a les gens qui sont en bateau ou en dirigeable, il n'y a plus d'avions quasiment, on est réellement sur une mutation qui est en cours au bout d'une quarantaine d'années, une mutation qui a été réellement, le pli a été pris, mais à partir du pire, et avec des premières scènes entre ce ministère du futur, la personne, c'est une femme, une Irlandaise qui est installée en Suisse, donc le siège est en Suisse, donc de ce ministère du futur, qui se prend des râteaux des banques mondiales, qui se prend des râteaux des gouvernements, et c'est assez fascinant de voir comment Kim Stanley Robinson met en scène ce qui va potentiellement peu à peu susciter des évolutions, notamment par rapport effectivement aux puissants de ce monde, tout simplement parce qu'ils n'auront plus le choix, quoi, en fait. Et c'est le mélange de catastrophes réelles. À un moment donné, il a un chapitre avec que des listes d'associations, de gens qui agissent par rapport au réchauffement climatique et à la biodiversité. Donc c'est des gens qui agissent, des extinctions rébellions, des associations de protection des animaux, etc., des actions de solidarité. C'est des technologies qui sont mises en place, aussi des systèmes comme une carbon coin. C'est un truc qui existe aujourd'hui. Il coagule une série d'utopies, comme par exemple les coopératives de Mondragon. Donc, il met en scène un tas d'éléments qui, mis bout à bout, la carbon coin, les coopératives, cette série d'associations, et puis de vraies catastrophes à répétition. Une inondation de Los Angeles, et puis du terrorisme. Par exemple, sur les gens qui prennent l'avion, les business à faire, et ainsi de suite. Donc, quelque chose qu'on ne maîtrise pas, ce terrorisme vert qui va se développer notamment à partir de la catastrophe en Inde, qui met en cause en quelque sorte l'Occident. Et donc il interroge tous ces facteurs qui peuvent contribuer au changement dans un roman qui pourrait donner une très belle série. Alors, pour moi, la série Extrapolation d'Apple TV n'est pas tout à fait au niveau par rapport à un livre tel que celui-là. Mais là, on a vraiment affaire à quelque chose qui est à la fois une philo-fiction, une fiction à portée philosophique, qui crée vraiment du lien. Il y a des chapitres où il met en scène l'animal, l'atome, le vent, donc des éléments un petit peu à la Bruno Latour. Donc il y a vraiment un tas de clés en fait dans le roman qui en font réellement une philo-fiction. Il part d'une dystopie pour tendre vers le meilleur. Donc on est quelque part aussi dans ce que moi j'appelle une prototopie, c'est-à-dire quelque chose qui n'est ni de l'utopie ni de la dystopie, mais qui part du pire, qui assume le pire pour tendre vers quelque chose qui pourrait être de l'ordre du meilleur. Là, on a vraiment, à mon sens, un exemple très parlant en fait, de fiction qui a beaucoup secoué les gens. Kim Stanley Robinson est un Californien de gauche, très écologiste, il en existe. Autant dire qu'il n'est pas très content du gouvernement actuel, c'est évident, et de l'info-clown Trump. Mais voilà. Là, il y a vraiment quelque chose qui est un exemple, à mon sens, et qui touche des gens, pour le coup.
C'est un roman, donc forcément ça a moins d'effets. Il est traduit déjà dans plus d'une dizaine de langues. Donc c'est vraiment quelque chose qui est voilà. Depuis 5 ans en fait, Kim Stanley Robinson parcourt le monde pour défendre son bouquin comme une sorte de militant, de porte-parole, de porte-voix de la chose. Alors, je ne sais pas si je vais entrer dans le détail parce que je vois que le temps court. Mais je vais essayer quand même de donner deux, trois clés quelque part. Ce qui est intéressant dans la science-fiction, là je parle du cognitive estrangement, c'est que ce qui fait quelque part que ça fonctionne par rapport à notre thématique, qui est de se dire un rapport à l'anthropocène, une sensibilisation, une projection, ce qui fait que ça va marcher, c'est cette caractéristique du meilleur, en tout cas de la science-fiction, d'être à la fois dans ce qui est de l'ordre de l'étrangeté, d'inventer des mondes alternatifs. Donc oui, un autre monde est possible, on l'invente, c'est ce qu'invente en fait au fur et à mesure des pages quelqu'un comme Kim Stanley Robinson, mais ce qui va faire que ça va fonctionner, c'est que les relations entre les personnages, et les personnages eux-mêmes, l'intrigue en quelque sorte, va nous sembler totalement crédible. On a un monde qui a d'autres valeurs, qui a d'autres façons de fonctionner quelque part, et cette logique cognitive, ces relations qui, elles, nous parle, et fait que le lecteur entre dans l'histoire et voilà, potentiellement s'identifie, s'interroge. S'il n'y avait pas ce réalisme des liens et des relations, ça ne marcherait pas. En fait, c'est parce qu'il y a ce réalisme-là qui se mêle à un autre monde alternatif qu'on se dit oui, un autre monde est possible. Voilà, il est possible d'envisager d'autres façons de faire. Alors, comme je le disais, on est dans une logique qui est une logique qui effectivement part potentiellement du dystopique pour aller vers l'utopie. Là, je donne quelques exemples de livres. Ce qui est assez intéressant, c'est si l'on prend sur le monde de choc de John Brunner, il y a c'est un bouquin de 1975 qui invente à la fin de son bouquin, à partir d'une sorte de bouquin un peu à la Orwell, de monde un peu policier, de contrôle assez terrible, qui imagine une cité, ça se passe aux États-Unis, des communs, créé après un tremblement de terre, avec d'autres types de règles de fonctionnement. Et c'est assez hallucinant de voir cette utopie au cœur de la dystopie. Un roman beaucoup plus récent, Résolution de l'ICAM, met en scène sur une île des gens qui ont décidé d'oublier leur statut pour refaire communauté ensemble, collectivement. Et là encore, ça fonctionne. C'est-à-dire que ça marche pas, il y a une sorte de geek qui se retrouve totalement à côté de la plaque. Il y a une IA totalement neutre au plein milieu qui fait une sorte d'arbitre, c'est assez étonnant. Voilà. Alors, ça donne des idées, ça donne des clés, ça nous permet de voir que oui, il est possible de faire fi des statuts pour essayer de refaire corps, de refaire collectif. Donc là, on est vraiment sur ce que j'appelle une prototopie. C'est un terme, alors j'ai mis l'image donc du bouquin de Yannick Rumpala, c'est un terme que j'emprunte avec son accord à Yannick, Hors des décombres du monde, écologie, science-fiction et éthique du futur. Il développe cette idée dans ce roman. Moi, je l'étends en quelque sorte avec d'autres exemples et en le faisant légèrement dévier, mais le sens reste tout à fait proche. Donc voilà, donc la philo-fiction, au fond, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces exemples, ça nous permet de nous projeter dans des exploraisons, des horizons alternatifs à explorer, qui sont en tant que tels inatteignables, mais qui nous permettent de comprendre qu'effectivement, il y a d'autres horizons sociaux, politiques, écologiques, à ce qui est le monde dominant. Avec des personnages que moi j'appelle philo-fictionnels, qui sont des personnages qui, au fond, par leur dialogue philosophique ou par leur qualité propre, mettent en scène quelque chose un impossible qui nous dessille les yeux par rapport à l'aujourd'hui et qui potentiellement peuvent, là encore, ouvrir. Je vais en donner deux exemples très simples. Les Furtifs d'Alain Damasio. Les Furtifs, je ne sais pas si vous avez lu le roman, mais dans les Furtifs, c'est un être vivant, dès qu'on le perçoit, le voit, il se fige. C'est un être incaptable, impossible à capturer. Il a une vitesse folle. C'est l'antithèse de la société de contrôle. C'est un furtif. Bon, eh bien, tout le reste du roman est totalement réaliste. Mais ce personnage de l'impossible, il devient une façon de comprendre par défaut une clé qui a trait donc à la nature, qui a trait en fait à la furtivité, qui a trait à la nécessité d'échapper en quelque sorte au contrôle. De la même façon, dans un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers, on a le robot recyclé sauvage. On est sur une
là, pour le coup, c'est vraiment une sorte d'utopie, c'est un conte philosophique. On est sur une lune qui est une lune qui a vraiment réussi sa transition écologique. Et à un moment donné, on comprend que les robots des usines ont quitté les usines pour essayer de comprendre ce qu'est la vie et donc la mort, en acceptant de ne pas se réparer de leurs dommages les plus graves. Et là encore, ça devient un impossible qui nous permet de penser à notre rapport à la technologie, à notre rapport aux usines, à notre rapport à la production. Donc je crois que là, voilà, sur autant d'éléments, je pourrais multiplier les exemples. Ces personnages philofictionnels, le robot recyclé sauvage, le furtif, qui sont des sortes de relais en quelque sorte philosophiques avec cette dimension pour le coup écologique. Hein. Je pourrais parler effectivement d'Octavia Butler. Là, c'est un autre exemple que je trouve tout à fait intéressant, qui est au croisement du livre de Vinciane Després, Autobiographie d'un poulpe, et puis par exemple, de Premier Contact, qui est tiré d'une nouvelle de Ted Chiang, donc de Denis Villeneuve. Là, ce qui est assez génial dans ce film de Denis Villeneuve, c'est que l'extraterrestre qui ressemble à un poulpe, mais à 7 tentacules plutôt qu'à 8, au fond, on a un personnage qui est une linguiste qui essaye de tisser un dialogue avec eux. Donc on voit bien que l'essentiel, et là la science-fiction est très forte, c'est non pas dans nouveau type de science-fiction qui est en train de se construire aujourd'hui, on a de plus en plus de personnages d'étrangers, d'extraterrestres, qui ne sont pas des monstres qui vont nous détruire, mais qui sont des êtres avec lesquels on peut tisser des liens, avec lesquels on peut se rencontrer. On est vraiment là dans une sorte de philofiction. Et ça nous fait voir presque par défaut comment on a traité nos propres poulpes et leur intelligence. Et donc, ça peut là encore avoir une fonction. Je pourrais parler de visite de l'ICAM, voilà. Mais là, j'ai envie plutôt d'ouvrir le débat. Au fond, finalement, pour moi, ces philo-fictions, ces œuvres, elles participent au même titre, là encore, de façon sans doute moins forte que du vécu, en quelque sorte, des gens. Des discussions peuvent se créer, il peut y avoir des rapports entre des alertes, des points de vue dans des films, et puis ce vécu. Et je crois que là, pour le coup, voilà, ce que ça me fait dire, c'est que, sans pour autant être lourd, un certain type de fiction peut avoir une fonction. Donc voilà, hop, je mets la fin du diaporama. Et là, nous pouvons ouvrir la discussion. Je me retrouve tout seul devant moi-même à l'image. Donc, oui, ce que je propose à chacun, c'est de rallumer les caméras pour que ce soit plus sympa du coup, si ça vous va. Un grand merci, un immense merci Ariel pour toute cette présentation qui est un savoureux résumé de ce livre. On essaie de prendre des notes avec Claude, avec Léo, parce que à chaque fois on a un grand compte rendu. En plus de garder la vidéo qu'on va rediffuser en replay, on essaye de garder des notes. Et à un moment, je notais que tu disais la philofiction, c'est 3 choses. Et tu dis, c'est la fiction à portée philosophique. Ensuite, c'est la fiction des amis. Et j'ai pas très bien compris si c'était le 3e. Et j'imagine que c'est une fiction de prototypie. Est-ce que c'est ça? Alors ouais, en fait, dans le livre, en fait, c'est pas tout à fait comme ça que je le définis. Je dis voilà, il y a la fiction à portée philosophique, philofiction, donc fiction philosophique, donc fiction à portée philosophique. Le deuxième point, en fait, mais là j'ai mal présenté parce que je l'ai mis à la fin, c'est l'idée de l'amour des fictions, philofiction, aimer les fictions. C'est que c'est l'amour des fictions, le fait d'entrer dans ce monde-là, d'accepter l'idée que les fictions contribuent potentiellement à nous transformer. Et le troisième, c'est la fiction des amis. Voilà. Okay. Et la prototype, c'est une dimension de la philofiction entre la dystopie et l'utopie, qui, à mon avis, me semble tout à fait porteuse. C'est une sorte de 4e vecteur, en quelque sorte, par rapport aux 3 autres. Le deuxième, c'est l'amour des fictions. L'amitié pour les fictions. Voilà. Et ouais, mais la fiction, c'est ça. C'est d'ailleurs ce que tu poses à un moment comme question. Est-ce que, à la fois, il faut que ce soit désirable. Enfin, ce truc entre divertissement et éducation. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est cet enjeu-là qu'en fait, qui est un enjeu et qui est pas du tout simple en fait. Et alors, dont j'ai pas parlé aussi, c'est que les ateliers, en fait, moi, je suis très proche du réseau Université de la Pluralité. Lorsqu'ils font un atelier citadine 2050 avec à la fois des associations qui permettent de faire venir des gens qui n'ont jamais la parole sur ces questions-là, des employés municipaux qui interviennent et qui se créent eux-mêmes des fictions. C'est également très, très porteur, parce que le fait d'en créer soi-même, d'en fabriquer soi-même, l'écoute de ce que les gens ont en tête est tout aussi important, voire plus parfois,
que ce que peut faire un roman en tant que tel. La discussion sur un roman, sur une œuvre, est souvent beaucoup plus importante que l'œuvre elle-même. Voilà. Hein, donc c'est un point qui est aussi important. En fait, je pense qu'il ne faut pas surévaluer l'importance de la fiction, mais on est dans un monde qui a tendance à la sous-évaluer. Voilà, c'est ça que je veux dire. Hein, la fiction ne fait jamais rien tout seul, quoi. Voilà, c'est évident. En fait, hein, ça c'est une évidence. Et fabriquer des fictions, entrer dedans, peut avoir un véritable rôle. Et évidemment que c'est complémentaire d'un tas d'éléments, notamment de l'école, notamment d'éducation par rapport aux familles, quoi. Je veux dire, c'est évidemment, ça ne change rien tout seul, mais prendre acte de ça, je pense que, et d'ailleurs prendre acte aussi du fait que c'est pas parce que c'est clair que c'est mieux. Voilà, c'est pas parce que ça va être qu'il y aura un clair message limpide que ça va être plus porteur. Au contraire, hein, parfois c'est par des détours qu'on va y arriver, et aujourd'hui plus que jamais. Moi, j'ai envie de rajouter, parce que finalement, tu en parles assez peu, mais c'est finalement un point de départ, c'est que dans Philofiction, il y a un enjeu de sensibilisation au réchauffement climatique quand même. Oui, oui, tout à fait. Ah, de oui, toute façon, oui, mais il y a un truc qui est assez clair, c'est que ce que j'ai voulu faire dans Philofiction, c'est que à un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce que je vais traiter des philofictions en tant que telles, dans leur globalité, quelle que soit la thématique? Le travail, il y a un grand nombre de sujets qui peuvent être traités de ce type-là, la ville, le travail, sur les questions sociales. Et je me suis dit non. Pour moi, la question majeure aujourd'hui, c'est celle que vous vous posez vous-même, c'est la question écologique. Je veux dire, bon, c'était peut-être plus facile à dire il y a 5 ans qu'il y a 2 ans, et plus difficile aujourd'hui qu'il y a 2 ans, je sais pas, mais je pense que ça reste la question majeure. C'est-à-dire que la question majeure, ce qui fait socle commun pour moi, qui devrait faire socle commun et principe commun, c'est les conditions d'habitabilité de la Terre, qui sont à la fois entre humains et non humains. C'est ce lien-là qui est pour moi absolument majeur et essentiel, et qui devrait vraiment faire un socle commun sur lequel toute l'humanité pourrait se mettre d'accord dans un monde idéal qui n'est absolument pas le nôtre, comme vous l'avez constaté chacun d'entre vous. Mais voilà. Donc moi, c'est ma conviction. Voilà. Bon, donc à un moment donné, les philofictions, ce sont je la traite sous l'angle des imaginaires alternatifs pour la planète. C'est un engagement qui peut-être enlève de la rigueur scientifique de l'ouvrage, mais qui y ajoute un engagement à partir d'un constat que moi je fais, qu'on ne peut pas être neutre sur ces questions aujourd'hui, quoi. Voilà. J'ai eu des débats avec notamment un lecteur, un mec que j'aime bien, un chercheur, Thomas Arzicinski, qui a fait une série de séminaires qui s'appelle Esprit Futur. Lui est beaucoup plus rationnel que moi dans sa manière, de son approche. J'ai même vraiment fait une alerte par rapport à cette position qu'est la mienne au début du bouquin, de par sa relecture. Parce que lui aurait aimé, voyez au départ plutôt un livre beaucoup plus rigoureux par rapport à ce qu'on pourrait appeler une philofiction. Là où moi, j'ai choisi, en fait, volontairement, un livre qui soit engagé sur les questions écologiques, quitte à le faire de manière honnête, c'est-à-dire, comme je le fais là avec vous, à mesurer les limites de mon propre discours, de mes propres espoirs, quelque part. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Sylvain? Tu n'es pas venu pour rien, je suis sûr que tu as des milliers de questions, toi qui dévores des livres de SF, qui était trop content qu'Ariel Kirou vienne, tout ça, et qui vit à Stockholm. Alors, je vis pas à Stockholm, je vis à côté de Malmö. Ah, pardon. C'est pareil, c'est au nord de Lyon. Suède, mais ouais. Ouais, c'est au nord de Lyon. Non, j'ai pas spécialement de questions. Moi, j'ai déjà entendu Ariel Kirou des centaines de fois sur divers sujets. Je suis très souvent d'accord. Non, pas vraiment de questions. J'ai juste une petite. Je me suis fait la réflexion quand on parlait je crois que c'était Ariel, l'autre Ariel, celui avec une moustache, l'Ariel. Oui. Mauvais, qui parlait de loufoquerie, et ça m'a fait penser à Bergier, qui disait, alors bon, Bergier à reprendre avec des pincettes, avec des gants, avec tout ce qu'on veut, mais qui disait dans le Matin des magiciens, donc déjà en 69, je crois, qui avait un écart de lucidité, qui disait on est en train de traiter les nazis un peu comme des croque-mitaines, en faisant des films un peu rigolos, un peu machin. On en parle vraiment de manière un petit peu comme ça,
un peu trop à l'aise. Et un jour, ça reviendra parce qu'on pensera que les nazis sont juste des croque-mitaines au fond du placard qui n'existent pas. Alors, je suis d'accord qu'il faut évidemment de la fiction. Moi, j'adore la fiction. J'en écris. Mais c'est une arme à double tranchant. Il faut pas que ça devienne non plus quelque chose de fake, en fait. Je sais pas si je suis clair. Oui, Sans doute pas. Je suis malade. Non, mais les choses on est en équilibre instable en fait. Mais c'est tout le sens de mon travail de comparaison entre Soleil Vert et Don't Look Up. Hein. Et la question d'Ariel était juste. En fait, elle était juste, Oui, mais c'est parce que cet équilibre est très compliqué à trouver, quoi. Et que je crois en fait qu'il y a certains types de choix dans Don't Look Up qui en font effectivement, qui font de cette comète un croque-mitaine. On n'y croit pas. Tout à fait. Non, c'est exactement ça. On n'a pas nécessité d'y croire. C'est-à-dire, quel intérêt d'y croire? En revanche, lorsque vous avez le papy Robertson dans Soleil Vert qui rentre dans le centre d'euthanasie et qui voit le monde qu'on a perdu, putain, là, waouh. Là, waouh, quoi. C'est comment dire, ça prend, quoi. Bon, ça prend. Alors c'est ouais, le miroir que ça nous projette, il nous concerne parce que c'est notre monde. Et en fait, on voit ce que l'humain a fait. Et là, je crois qu'il y a une différence fondamentale quelque part. C'est qu'on peut faire des blagues, on peut s'amuser, mais à un moment donné, il y a cette responsabilité quelque part de l'humain. Cette logique de l'immanence avec ce qu'elle a de formidable et ce qu'elle a d'hyper dangereux qu'on ne doit pas sous-estimer. Hein. Je veux dire, moi c'est pareil par rapport au nazisme. Je me souviens à l'époque de Jalon, c'était un groupe de rigolos qui détournaient des canards. Ils avaient créé une sorte de groupe et ça me faisait toujours rire, quoi. Ça s'appelait Nazisme et Dialogue. Je veux dire, je suis pas sûr qu'avec on est en train de voir avec Elon Musk et autres, on a envie de rire de Nazisme et Dialogue, quoi. Si tu veux, je me dis, putain, mince, il y a peut-être un truc qu'on a raté quelque part, quoi. Voilà. Et donc voilà. Alors donc je crois qu'il y a une main levée de Philippe. Bienvenue Philippe. Oui, bonsoir. Merci Ariel pour cette présentation détaillée. J'ai une question et à la fois une réflexion. Pour être auteur et scénariste et développer des qu'on appelle des nouveaux récits, mais enfin, c'est plutôt des récits d'avenir, donc qui présentent un futur viable et enviable, ce qui n'exclut pas des problèmes, des difficultés, des enjeux. Hein, on n'est pas dans la pure utopie. Le constat je fais un constat qui est que la science-fiction en fait pose problème par rapport à l'action. C'est-à-dire que d'une part, il y a un caractère d'urgence par rapport aux enjeux actuels qui fait qu'on devrait déjà être à fond dans le changement de société à tous les niveaux. Mais il y a aussi le fait, et ça je l'ai vraiment vécu, notamment suite à des séances de pitch de projets qui présentaient en 2050 des mondes viables et enviables. C'est trop loin pour les gens en fait. C'est-à-dire que le chemin pour y arriver leur semble beaucoup trop éloigné. C'est trop éloigné de leur quotidien. Tout simplement, ils ont du mal à se projeter, même dans une société qui soit désirable. Et donc, en fait, là où ça m'amène une question, est-ce qu'en fait, l'anticipation proche à échéance de quelques années, est-ce que ce n'est pas ça qu'il faudrait avant tout privilégier pour favoriser le passage à l'action? Bon, là encore, c'est une bonne question. Je pense que 2050, maintenant, ça va se rapprocher très vite. Hein. Bon, 25 ans. Donc, j'aurais envie de parler d'expérience par rapport à des ateliers, par rapport à ça. Essayons de mettre en rapport deux logiques. Une logique d'une projection à court terme, une logique de projection à long terme. La projection à long terme, elle permet de se dégager des clichés. Je fais des ateliers avec des gens dans le monde du travail. La projection à 2050, ce que fait par exemple le Réseau universel de la pluralité, elle permet ça. Elle permet d'échapper
mais il faut le construire. Mais de ce que j'ai pu constater, il y a deux choses à faire. C'est que d'abord, il faut aller très loin dans la logique du rêve pour échapper à tout ce qui nous contraint, pour échapper aux clichés, pour échapper aux stéréotypes. Mais après, il ne faut pas revenir à 10 ans, il faut revenir à l'aujourd'hui. Comment on plante aujourd'hui ce type de graines? Ça, c'est ce que j'ai expérimenté dans des ateliers, en fait. C'est qu'à un moment donné, il ne fallait pas être à 10 ans, il fallait être relativement loin pour échapper et pour recommencer à rêver de quelque chose qui serait vraiment meilleur. Mais après, il fallait revenir dans l'aujourd'hui, dans l'ici et maintenant, dans la logique située, dans l'expérimentation, dans la ZAD, dans la permaculture. Il fallait revenir sur le terrain d'aujourd'hui et se dire comment ces graines-là, vers ce rêve-là, on peut les planter. Donc, en gros, ma réponse, c'est une dialectique. En fait. Alors, comment on règle le problème? Parce que j'ai répondu à moitié, j'ai répondu par rapport à des ateliers qui montrent bien qu'il y a une question et un problème. Comment on règle ça par rapport à des fictions? Moi, je crois qu'on règle ça. Alors, il y a plusieurs manières de le régler. La façon dont Kim Stanley Robinson s'y est pris, c'est qu'il part quasiment de l'aujourd'hui, en 2025. Mais il aboutit 40 ans plus tard. On pourrait aboutir même 50 ou 60 ans plus tard. Donc déjà, la première réponse, c'est un chemin. C'est qu'une philo-fiction, sur ces questions-là, c'est à la fois un horizon et un chemin. C'est les deux. Et donc, il faut envisager, questionner cette logique du chemin. C'est pour ça que les logiques de série, l'intérêt de la série extrapolation, qui à mon avis ne va pas assez loin, c'est qu'il y a l'ordre d'un chemin. En fait, on pourrait même s'interroger sur commencer par demain et après revenir à l'aujourd'hui. Il y a beaucoup à trouver en termes de scénario par rapport à ça pour réaliser cette dialectique que j'ai expérimentée, que le réseau universel de la pluralité expérimente aujourd'hui et qui fonctionne bien, en fait, pour échapper aux deux écueils, quoi. L'écueil de se dire, d'un côté, on est beaucoup trop loin, de l'autre, on est tellement près qu'on n'évite pas les clichés et les stéréotypes et qu'on ne change rien, en définitive. Donc voilà. Donc c'est comment on évite ça? Un chemin et un horizon, mêler les deux. On peut l'éviter peut-être aussi en essayant, tout simplement en ne datant pas, en mettant en scène. On peut le solutionner par des décors, en fait, par des éléments qui font que on y est, on est chez soi. On va trouver les solutions par des logiques de relation, quelque part. C'est très important, surtout d'ailleurs dans les logiques cinématographiques et les logiques de série. C'est-à-dire que on peut entrer dans un monde qui nous semble très différent, en partie utopique, si les décors ne sont pas si loin que ça et que les scènes, ce qui s'y passe, font écho à des choses que nous-mêmes nous avons vécues ou que nous pourrions vivre, en fait. Hein? Alors, j'ai pas de réponse toute faite. Ce que je dis simplement, c'est que la solution de se dire on se projette dans 5 ans, c'est celle des hommes politiques, c'est de la merde. Voilà. Donc, c'est vraiment de la merde. C'est-à-dire que j'ai eu des discussions, j'ai commencé à leur expliquer que non, ça marche pas, quoi. C'est à l'échelle d'une élection. Alors, on pourrait se dire 10 ans, ou on se dit dans l'aujourd'hui. Là, on peut être quasiment dans l'aujourd'hui, ou dans l'absence de date, en fait. Mais voilà, mais là, il y a effectivement quelque chose à explorer. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais bon, c'est une question à laquelle j'ai pas mal réfléchi. Et à la date d'aujourd'hui, c'est là où j'en suis par rapport à ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que le bouquin que je suis en train d'écrire, qui est plus axé sur le réel, s'appelle Alter Futur, mais le sous-titre, c'est Vivre aujourd'hui les rêves de demain. C'est pas vivre demain les rêves d'aujourd'hui, c'est vivre aujourd'hui les rêves de demain. Vivre aujourd'hui ce qu'on aurait envie qui se passe demain. Lorsque les bifurqueurs quittent des grandes écoles et vont prendre des risques fous à faire de la permaculture, à aller dans les soulèvements de la terre et autres, c'est ce qu'ils font. Ils décident de vivre aujourd'hui leur rêve pour demain, pour les autres. Et le doute instille ça. La question du doute, la question des questionnements, les débats qu'il y a par rapport à ça participent de cette logique-là. Donc ça veut dire qu'il faut penser aussi les fictions en rapport à un contexte beaucoup plus large. Il y a des expérimentations et autres. Bon, et c'est là où on est un peu faible lorsqu'on voit les perspectives politiques qui sont les nôtres, qui, comme vous l'avez toutes deviné, sont totalement enchantresques. Voilà. Merci. Ouais, j'ai répondu? Oui, tout à fait. Ça nourrit ma réflexion. C'était l'objectif. Et j'ai l'impression d'ailleurs que ta réponse renvoie à ce que tu appelles la fiction des amis, ouais. d'ailleurs.
Tout à fait. C'est-à-dire que ce qui est primordial, c'est le lien. C'est l'expérience et le lien. Voilà. Hein, la relation. Je pense que c'est vraiment quelque chose de majeur. C'est-à-dire que c'est la relation avec un animal, avec un être autre, étranger, avec un autre humain, qui va rendre la perspective entendable. Si l'on rate ça, le cinéma français, les séries françaises le ratent très souvent parce qu'ils sont lents, parce qu'ils sont comment dire, il y a un sentiment de désinvestissement, il n'y a pas de passion, il y a des trucs qui font que c'est compliqué. Alors il y en a qui arrivent, mais c'est pas si facile que ça. Il y a un art des relations, de la relation avec l'autre qui est indispensable. De toute façon, il y a très peu de science-fiction dans les séries françaises, quoi qu'il arrive. On est déjà à près d'1h10 de discussion. Moi, personnellement, je peux rester encore 1h30, mais on essaye de pas faire un truc trop long. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions parmi tous les membres de ce groupe des nouveaux récits? Ou est-ce que on... Ah, il y a Sylvain qui lève la main. Vas-y, Sylvain. Désolé, je monopolise tout le temps. Non, pas du juste tout, pour pas du ajouter un tout. tout petit mot, il y a aussi le levier Uchronie. Oui. Parce que j'essaie de me souvenir des dates. Désolé, encore une fois, je suis malade, j'ai de la fièvre. Je crois que les premières expérimentations photovoltaïques de Becquerel, c'était mi-19e, 1830, 1840. Donc il y a tout un aspect uchronique dont on peut tirer parti et pour aboutir à aujourd'hui. Tout à fait. Je pense c'est un point qui est essentiel, c'est que ça me donne effectivement, ça me nourrit mes propres réflexions, c'est que c'est le fameux et si. Hein, c'est-à-dire que le point commun de l'Uchronie, de l'utopie, de la science-fiction, c'est le et si. Voilà. Et si on n'avait pas découvert le pétrole, et si il n'y avait pas, voilà, les trucs de religion, la guerre, les choses, et si les Allemands et les nazis avaient gagné la guerre, ça c'est Philippe Cadic, avec le maître du haut château. Donc l'intérêt du et si, c'est que c'est un point ce qui est assez primordial, parce qu'au fond, de quoi on parle? En fait, on est en train de parler de fiction, mais on est en train de parler de fiction dans l'idée de dire comment on fait pour faire comprendre, moi je l'ai avec les étudiants, hein, mon enjeu majeur, c'est de leur faire comprendre que le petit epsilon qu'ils vont faire de leur côté, c'est pas neutre. C'est que le petit geste de rien du tout, donc ils ont le sentiment que c'est que dalle par rapport à ce qui nous tombe dessus avec le Doge, avec le duo Darmanin-Retailleau, avec l'état de l'écologie, voilà. Donc le sentiment que c'est que dalle. En fait. Or, qu'est-ce que fait l'Uchronie de façon assez extraordinaire? C'est qu'elle montre comment des petits détails de rien du tout changent l'histoire. C'est-à-dire qu'on a une image de l'histoire qui est quasiment fataliste, qui est presque déterministe par rapport à ce qui va advenir. On a le sentiment que l'histoire, c'est quelque chose de figé. Mais il y a autant d'histoires de passé que d'individus pour le lire et l'interpréter. Et Nietzsche le disait très bien. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une logique de fabrication de l'histoire. Et donc l'Uchronie nous permet de comprendre que un petit rien peut changer beaucoup de choses. Parce que l'enjeu majeur, c'est de redonner confiance aux gens. En fait. De se dire que même s'ils ont le sentiment que ça ne sert pas à grand-chose, éteindre la lumière, monter une assoce par rapport à les animaux, par rapport à un problème écologique à côté de chez soi, lié à une déchetterie ou lié donc à une usine chimique, c'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose. Et que c'est la multiplicité de ces petits quelque chose qui vont potentiellement, c'est toutes ces petites histoires qui vont raconter une plus grande, en fait, ou plusieurs plus grandes histoires. Et l'Uchronie là-dessus est très précieuse. Voilà. Parce que au fond, tout ce qui va permettre aux fictions de faire comprendre, sans même qu'on ait à réfléchir, quoi, que finalement on a la main et que même si c'est pas grand-chose, c'est que pas grand-chose a du sens, c'est très bien et c'est important. Donc, c'est trop bien, c'est hyper enrichissant. Hein. Ça, tu nous aides, Ariel, à lier les deux mondes, à se retrouver dans cette nouvelle remarque. Ouais, vas-y Sylvain. Non, c'est Philippe là, je crois. Ah Philippe, excuse-moi, j'avais pas vu. Pardon. Je veux bien réagir à ce que tu viens de dire, Ariel.
Effectivement, il y a deux niveaux d'action possibles, hein. L'action entre guillemets du peuple, des petites actions individuelles qui ne sont pas anecdotiques, hein, comme tu le dis. Mais à côté de ça, on est obligé de constater aussi que l'action des puissants est un levier absolument indispensable parce qu'elle peut faire bouger les choses beaucoup plus vite. Alors on constate dans le sens négatif malheureusement, mais justement la question que je me pose aussi depuis très longtemps et pour laquelle j'ai pas de réponse, est-ce qu'il y a, enfin, selon toi, des types de fiction qui ont plus tendance justement à pouvoir faire basculer les gens de pouvoir, ou en tout cas semer des graines dans leur tête qui touchent plus cette catégorie de personnes-là. Ça, c'est un piège. Mais C'est bon, comment ça me rappelle en fait. Il se trouve que ça n'a pas été un succès populaire d'en faire, mais que j'avais été enrôlé en quelque sorte, j'avais accepté sans avoir aucune carte de parti politique. J'ai été enrôlé un tout petit peu, mais avec pas mal d'intellectuels sur la campagne de Benoît Hamon, donc par Sandra Laugier qui avait été me chercher en fait, hein, donc par rapport au revenu universel aussi et tout ça. J'avais discuté un tout petit peu avec Benoît Hamon, j'avais constaté qu'il aimait la science-fiction. Bon, voilà. Mais si on prend cet exemple-là, c'est sans doute pas visiblement une garantie de succès pour les présidentielles. Bon, mais bon, bon, non, plus sérieusement, je pense qu'il faut surtout pas penser les toucher en tant que tel comme ça, quoi. Je crois que là, pour le coup, il faut. Moi, j'ai eu cette discussion. Alors, j'ai eu justement là quand je parlais des 5 ans et de cet exemple, pour donner l'exemple donc de laps de temps qu'il faut, ça faisait écho de quelque chose dont je voulais pas forcément en parler, mais il se trouve qu'à un moment donné, j'ai un ami de la revue Multitude qui s'appelle Frédéric Brun, qui est un acteur local dans le 15e important, qui a une association d'entraide, d'aide à domicile, d'accompagnement de migrants, etc. Donc un type assez important, écologiste. Bon, et qui, en tant qu'acteur local, en fait, a des dialogues avec pas mal de gens au niveau local. Et il a des dialogues notamment avec le député David Amiel, qui est un député macroniste, censé être venu de la gauche. Et donc, à un moment donné, il a beaucoup insisté, parce il organisait une conférence par rapport, ils vont en reparler récemment, bientôt là, parce qu'apparemment ça va revenir sur le tapis. Amiel doit réfléchir à la logique de transition écologique de nouveau. Donc, il m'avait demandé de participer à leur demande à une réunion de présentation de leur plan, donc de plan pour la transition écologique. Donc j'ai eu, à la fin, une fois que j'ai entendu tout le monde, j'ai eu des discussions avec eux, et quand je leur ai dit effectivement que les 5 ans c'était de la fumisterie, que c'était des logiques électorales, et qu'il fallait avoir cette double logique d'avoir une véritable vision, ce qui non plus depuis très longtemps, et des actions à très court terme, être dans le présent, dans les actions réelles, j'ai été écouté. Hein, donc j'ai été écouté. Bon. On peut, lorsqu'on est en dialogue, on peut parler avec des hommes politiques alors maintenant, je sais pas qu'est-ce qu'il faut leur faire lire. Il faut peut-être leur faire lire le ministère du futur, mais je crois que malheureusement pour la plupart d'entre eux, c'est des gens tellement fermés sur leur horizon et sur les logiques électorales. Le système politique est tellement sclérosant que moi, ce que j'ai constaté n'étant pas tout jeune malgré tout, c'est que on pouvait en one-to-one parler à les hommes politiques et qu'on pouvait être écouté par un Christian Paul, qui est un socialiste, même par un David Amiel, qui est un macroniste, ce qui est plus surprenant d'une certaine façon. Je pense pas qu'on puisse être écouté par un Laurent Wauquiez, si tu veux ça. D'ailleurs, j'ai pas forcément envie de parler avec lui. Ça me fait pas envie, en fait, pour le coup. Mais que le passage pour eux d'une discussion en one-to-one et d'une lecture à la dimension politique, c'est-à-dire l'application d'une vision au-delà des intérêts, au-delà des lobbies, en mettant comme priorité cette condition d'habitabilité de la Terre au niveau humain et non humain. S'il n'y a pas au moins cette prémisse-là, c'est très compliqué, quoi, d'imaginer qu'on puisse leur parler, quoi. Alors, je pense que ça peut advenir, mais ça va dépendre de la société. Aujourd'hui, la société, elle semble plutôt glisser vers une logique de régression, une logique en tout cas, les médias aident beaucoup à ça, en fait, à un certain type de médias. Je pense que si on multiplie les effets, les choses, je pense que c'est, dans l'absolu, ils pourraient nous entendre. Dans la réalité d'aujourd'hui concrète, je pense qu'il vaut mieux ne pas s'adresser à eux. Là encore, Kim Stanley Robinson, dans son roman 2312,
il y avait un truc assez formidable, en fait. Il y avait une historienne à un moment donné qui essayait de voir les époques depuis 2312. Et l'époque, alors aujourd'hui, il dit qu'il était trop pessimiste. Hein. Moi, j'ai discuté avec lui, il me dit, ouais, j'étais trop pessimiste. Mais bon, c'était en 2012 que ce bouquin est sorti. Et en fait, cette historienne, la période jusqu'en 2060, c'est la période de la grande indécision. Et de 2060 à, je crois, 2130, c'est la crise. Et c'est terrible. Et après, je peux le terme exact, je ne sais pas, c'est pas la reconversion, mais là, il y a réellement un renversement. Et ce que montre très bien cette historienne fictive, c'est que rendre les technologies non destructrices, je suis un grand lecteur de Stigler, ça suppose une mutation des valeurs, quoi. En fait. Discuter avec les hommes politiques, se rendre compte que les choses peuvent être vues de manière différente, ça se construit, en fait, et ça se construit dans le temps long. Et il faut beaucoup de crises, beaucoup d'éléments pour que ça puisse être pris en acte. Donc, en théorie, c'est possible. Je pense qu'il est essentiel de continuer. En revanche, je pense qu'à court terme, il ne faut pas se bercer d'illusions. Je suis désolé, hein, là, c'est pas très positif comme conclusion, mais c'est essentiel de continuer à discuter. C'est essentiel de tout faire pour qu'ils le lisent, qu'ils font évoluer leurs horizons. Voilà, bon, maintenant, s'il y en a d'autres que moi qui s'y mettent, peut-être qu'on y arrivera d'ici 5 ans, 10 ans. Et l'un de vous parlait de l'urgence climatique. L'un des gros problèmes qu'on a, c'est qu'effectivement, l'urgence climatique, les évolutions des mentalités prennent plus de temps que l'urgence climatique. Voilà. Surtout au niveau des décideurs. Christophe ? Ouais, moi c'est un peu pour répondre à Philippe et puis pour apporter un petit peu plus d'optimiste, en tout cas de rigolade à ta réponse, Ariel. Ta question, Philippe, me fait penser à un livre qui s'appelle Saga de Tonino Benakista. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, où en fait une bande de scénaristes se retrouve enfermés bossent sur une série que personne ne va voir, mais qui, parce que c'est plein de scénaristes talentueux, c'était prévu pour être mal programmé dans la nuit, tout ça, mais ça devient un carton absolu, même si les acteurs jouent mal et que tout est atroce. Et en fait, ça devient une saga, ça devient incroyable. Et on avance dans l'histoire. Et quand on passe le temps et vers la fin du livre, on les retrouve. Enfin, ils essayent de se retrouver, mais ils se sont tous perdus de vue, tous ces auteurs un peu doués. Et 2 d'entre eux sont devenus, sont embauchés par la Maison Blanche pour écrire l'avenir. En tant que romanciers, ils sont consultés pour imaginer ce qu'il faut qu'il se passe sur Terre, quoi. Et ça me fait penser à ça. Effectivement, peut-être qu'on ne peut pas y arriver avec un livre, mais peut-être qu'en tant qu'auteur, on peut se retrouver. Peut-être faut partir en politique. Non, je ne sais pas en fait. En tout cas, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de continuer, ça vaut le coup d'en rire, ça vaut le coup voilà. Je pense que c'est dans tous les cas, je veux dire, c'est le paradoxe en fait auquel je suis arrivé, qui est de dire peut-être que c'est peine perdue, mais ce peu de peine est absolument indispensable. Cette perte est peut-être un gain, voilà. Et ça l'est au moins pour nous, entre nous, avec d'autres qu'on peut toucher. En fait, hein, je pense que voilà, c'est déjà ne serait-ce que ça, c'est hyper important, voilà. Donc voilà, mais c'est aussi pour ça que j'ai accepté d'aller à cette réunion avec David Amiel et le responsable du plan du gouvernement Macron sur l'écologie, quoi. Donc vous avez bien compris que c'est pas forcément ma tasse de thé, quoi. Cette perte peut être un gain, c'est peut-être une très belle conclusion pour cette soirée. Merci Ariel, c'était super intéressant. Merci. Bon, écoutez, merci à tous et puis je vous quitte. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. À bientôt. Bonne continuation dans ces livres à venir.